Si vous n'arrivez pas à dénazifier le Rwanda et l'Ouganda, c'est la RDC qui sera attaquée. Par le passé, le Rwanda et l'Ouganda ont renversé le régime de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila. Et pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène l'Est de la République démocratique du Congo, nous devons à tout prix renverser les régimes de Museveni et de Kagame. Ce sont les régimes des terroristes. Car dit-on, qui veut la paix prépare la guerre. Congolais et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans 100 millions de solutions. Belahman Mpika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la faiblesse, la force et le parcours du génocidaire Paul Kagame pour le neutraliser. Congolaises et Congolaises, d'emblée, Paul Kagame l'a fait par le passé. Il a trouvé bon de renverser le régime de Mobutu pour que son pays soit sécurisé. Pourquoi il a renversé le régime de Mobutu? Parce que le régime de Mobutu avait accepté d'accueillir les réfugiés hutu-rwandais qui fuyaient le terrorisme de Paul Kagame. Parce que Paul Kagame a pris le pouvoir par un coup d'État. Il était en même temps ministre de la Défense et vice-président de la République. Et c'est lui qui faisait tout, parce que le président Bizimungu était un roi fainéant. Et les Hutus ont fui les terroristes, les sanguinaires, les génocidaires Paul Kagame pour s'installer jadis Zaïre. Et Paul Kagame a trouvé ça comme une menace pour son pays. Ils ont traversé, ils ont quitté le Rwanda pour attaquer. À l'époque, en 96 Zaïre, ils ont exterminé tous les réfugiés Hutus, Rwandais, qui étaient installés dans les camps de réfugiés. Et ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont renversé le pouvoir de Mobutu. Donc, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Et pour identifier le vrai ennemi de la République démocratique du Congo, il faut connaître à fond qui est Paul Kagame. Paul Kagame est né en 1957 dans le sud du Rwanda. Et 2 ans après, c'est-à-dire en 1959, la famille de Paul Kagame s'est exilée en Ouganda. Et Paul Kagame a grandi en Ouganda. Et 20 ans après, Paul Kagame, à l'âge de 22 ans, il a décidé d'intégrer la rébellion de Museveni. Parce qu'à l'époque, c'est Milton Obote qui était président en Ouganda. Et Yoweri Museveni était un rebelle. Kagame a accepté d'entrer en guerre, de se rebeller contre les pays qu'il a acquis. Il a accepté d'entrer en guerre contre les pays qui les nourrissaient. Il a accepté d'entrer en guerre contre les pays qui a fait grandir Paul Kagame, qui avait instruit Paul Kagame. Et Kagame a intégré la rébellion de Museveni.
les Tutsis rwandais, l'exilé rwandais, les réfugiés rwandais en Ouganda, Paul Kagame a décidé d'entrer dans cette rébellion pour renverser le régime. À l'âge de 22 ans, c'est-à-dire en 1979, il a intégré la rébellion. Et une année après, c'est-à-dire en 1980, Paul Kagame, ils ont créé une autre rébellion. Au sein de cette rébellion de Museveni. Il a créé cette rébellion, pas contre Museveni, mais il a créé cette rébellion contre le Rwanda. Donc Museveni et Kagame opéraient ensemble, en même temps, pour attaquer, pour renverser les régimes qui étaient en place à l'époque en Ouganda, et en même temps pour renverser le régime qui était en place au Rwanda. Et ce mouvement, cette rébellion s'appelait le FPR, le Fonds patriotique rwandais, que Paul Kagame avait créé ensemble avec ses trois compagnons Tutsis rwandais. Donc il est vrai tous ensemble avec Yoweri Museveni. Et en 1985, Yoweri Museveni a reçu de renverser le pouvoir. Et dans cette rébellion, dans ce coup d'état militaire, Kagame a participé pour la première fois dans un pays qui lui a donné tout. Il a participé à un coup d'état militaire dans un pays qui a donné tout à Kagame, dans un pays qui a fait grandir Kagame. Ils ont réussi de faire un coup d'état et Museveni s'est installé comme président. Avant cela, Kagame est allé aux États-Unis, avant ce coup d'état-là. Il est allé étudier aux États-Unis dans une école supérieure de la guerre à Kansas. Et pendant qu'il était étudiant, pendant qu'il faisait ses études de guerre dans cette école supérieure à Kansas, et ses trois amis, tous ont resté avec le commandement sur place, comme le chef des opérations. Et ils ont tenté d'envoyer le Rwanda, mais cette tentative, ils ont tenté d'envoyer le Rwanda avec l'aide des Français, avec l'aide du gouvernement français à l'époque. Mais cette tentative avait échoué. Et les trois compagnons de Kagame ont trouvé la mort. Et Kagame est resté le chef, le seul guide du FPR, du Fonds patriotique rwandais. Jusqu'à ce qu'ils ont tenté plusieurs fois d'envahir le Rwanda, ils ont échoué. Jusqu'à ce que le parrain de Kagame ont trouvé une méthode pour fragiliser le pouvoir de Kigali, pour fragiliser Habyarimana, parce qu'à l'époque, c'est Juvenal Habyarimana qui était président du Rwanda. Ils ont essayé la rébellion pour renverser Habyarimana, ils ont échoué. Ils ont trouvé une autre stratégie. Et cette stratégie-là, ça s'appelle le dialogue. La communauté internationale, l'ONU, les Français, les autres, les Français, les Anglais, les Américains, ont demandé à Habyarimana d'organiser un dialogue. À l'issue de ces dialogues, il y aura partage de pouvoir. Avec comme objectif
d'infiltrer Abiyarimana, de faire de secouer le régime à l'intérieur, de l'affaiblir à l'intérieur pour l'abattre. Ils ont organisé les dialogues, la communauté internationale, comme toujours, comme ils le font aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ils ont demandé à Bernon, il faut organiser les dialogues avec les fonds patriotiques rwandais, avec Paul Kagame, vous êtes tous des Rwandais, organiser les dialogues inter-rwandais. Ils ont organisé les dialogues inter-rwandais en 93. Et Paul Kagame est atterri au Rwanda pour dialoguer. Et ils ont signé un accord, l'accord d'Arusha, ils ont partagé le pouvoir. Maintenant, leur objectif était de fragiliser. Donc, l'objectif de Paul Kagame et ses parents était de fragiliser le président Abiyarimana, était de fragiliser le régime, le pouvoir en place, au nom du dialogue, au nom de l'accord, pour maintenant l'abattre, jusqu'à ce qu'une année après, c'est-à-dire 9 mois après, en 1994, ils ont abattu le président, ils ont bombardé l'avion du président, et le président a trouvé la mort. Et la vie du président Abiyarimana a été supprimée sur la terre par Paul Kagame. Et en représailles, les Hutus ont compris que non, c'est Kagame qui a bombardé l'avion du président. Et ils ont commencé maintenant à pourchasser la rébellion de Kagame. Et la communauté internationale a transformé cette histoire-là en une génocide. Ils ont transformé cette histoire-là en génocide. Et pourtant, les Hutus pourchassaient la rébellion de Kagame. Et comme ils étaient complices de Paul Kagame, ils ont transformé cette histoire-là en génocide. Il y a eu au Rwanda génocide entre les Hutus et les Tutsis. Les Hutus ont tué les Tutsis. Ils ont encore armé Paul Kagame. Et Paul Kagame est rentré avec ses troupes au maquis jusqu'à ce qu'ils ont renversé le pouvoir. Et Paul Kagame se retrouve en même temps vice-président de la République et ministre de la Défense. Et Bizimungu se retrouve président de la République, mais un roi fainéant. C'est Kagame qui faisait tout. Et Kagame ne se limitait pas là. Et quand il s'est installé, le régime de Kagame s'est installé en 1994, les Hutus ont compris que Kagame est un terroriste, est un sanguinaire, est un génocidaire. Ils ont décidé de s'exiler. À l'époque, notre pays s'appelait Zaïre en 1996. Parce que de 1994 à 1996, ils ont vécu maintenant les représailles des sanguinaires, des terroristes Kagame. Et quand ils se sont réfugiés chez nous en République démocratique du Congo, Kagame les a poursuivis en 1996. Il a massacré. Il les a massacrés. Pourquoi il les a massacrés? Il a trouvé ces gens-là comme un danger pour lui. Il a trouvé que ces gens-là il y aura un représailles. Si ces gens-là restent au Congo, au Zaïre, il y aura un représailles un jour. Ces gens ici chercheront à rentrer pour me faire partir du pouvoir. D'où il faut les poursuivre là-bas. Et Kagame avait massacré tous ces gens là-bas. Et Kagame ne s'est pas terminé par là. Il a maintenant poursuivi les Congolais. Et de 1996, et cette guerre-là d'agression a fait des millions de morts. Plus de 10 millions de Congolais massacrés par le Kagame. Par Paul Kagame, en complicité avec
Ouganda, parce que tout ce que Kagame faisait à cette époque-là, c'était en complicité avec Ouganda. C'est par ici que je voulais attirer l'attention du gouvernement et de tous les peuples congolais pour vous montrer que Kagame n'est pas un homme de parole. Kagame n'est pas un homme de dialogue. Kagame n'est pas habitué à dialoguer. Kagame, il est habitué à la guerre. Il est habitué au sang. C'est un sanguinaire. Lorsqu'on veut manger avec les diables autour d'une même table, il faut avoir une longue fourchette. Parce que quand le diable va mettre sa main dans l'assiette, c'est pour prendre tout ce qui est là-bas. Et il va prendre tout ce qui est là-bas. Mais si vous mangez avec une longue fourchette, s'il met sa main pour prendre le morceau de viande qui est là-bas, en voulant prendre tout, il va tomber sur la fourchette. Mais si vous ne mangez pas avec la fourchette, vous mangez avec les mains, il va bouffer aussi votre main. Donc il faut être prudent avec Paul Kagame. Donc il faut être les dialogues là qui est initié par la communauté internationale, entre autres, la communauté régionale de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, en Nairobi, en Angola. Il faut être très prudent avec cette histoire de dialogue. Cette histoire de dialogue a coûté la vie à l'ex-président rwandais Habyarimana. L'ennemi avait changé de stratégie. L'ennemi n'avait pas réussi à battre Habyarimana à travers la guerre. Ils ont essayé plusieurs fois d'envoyer les Rwandais, ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils ont demandé à Habyarimana d'organiser un dialogue. À l'issue de ce dialogue, il faut partager le pouvoir. Et en partageant le pouvoir, l'ennemi est entré maintenant pour combattre l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils ont fragilisé, ils ont compris la stratégie d'Habyarimana, ils ont infiltré les services de sécurité, jusqu'à ce que le président ait été abattu. C'est la même chose avec ce qui se passe à l'est du pays. Il crée des rébellions. Il sait que la suite, nous allons atterrir au dialogue. Et quand nous allons atterrir le dialogue, c'est pour se partager le pouvoir, c'est pour infiltrer les services de sécurité. C'est pour entrer dans la police, dans l'armée, dans l'ANR. Et c'est pour entrer aussi, prendre des postes importants dans des entreprises publiques telles que DGDA, DGM, pour maintenant déstabiliser les institutions. Donc le gouvernement de la République démocratique du Congo doit être aux aguets. Les deux hommes-là, Kagame et Museveni, sont très dangereux. Si nous voulons mettre fin à l'insécurité, nous voulons mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo comme insécurité, nous devons mettre fin aux deux régimes là-bas, c'est-à-dire le régime de Yoweri Museveni et le régime de Kagame. Ce sont ces deux messieurs-là qui sont en train de créer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Excusez-moi. Ce sont ces deux messieurs-là. Les Français disent que veut la paix, prépare la guerre. Nous devons dénazifier le Rwanda et l'Ouganda. Si nous n'arrivons pas à le faire, ils vont le faire à notre place, parce que par le passé, ils l'ont fait avec Mobutu.
Ils l'ont fait avec Mobutu. Donc nous devons être prudents. Nous devons activer tous les leviers. Le rapport mapping est là. Le rapport mapping dit noir sur blanc que les rapports qui ont été établis par les experts de l'ONU, qu'on appelle les rapports mapping, cet rapport a révélé des choses que le gouvernement congolais, parce que tout chemin mène à Rome, disent les Français. Donc nous devons activer tous les leviers possibles. C'est-à-dire nous devons activer le levier de la guerre, combattre sur le terrain, vaincre l'ennemi et de le poursuivre là où il est venu, c'est-à-dire de le poursuivre jusqu'au Rwanda. D'arrêter Paul Kagame, le ligoter, et de l'amener ici au Congo pour le juger. Deuxièmement, nous devons activer le levier judiciaire. Nous devons, à travers ce rapport mapping-là, nous devons porter plainte contre Paul Kagame et Yoweri Museveni à la CPI. Parce que le rapport mapping dit clairement que ce sont les deux messieurs-là, Yoweri Museveni, président ougandais, et Paul Kagame, président rwandais, ils ont massacré des millions de Congolais de 1996 à 2003. Et puis si vous voulez encore, comme toucher même un arrow, vous devez encore continuer avec la diplomatie. Donc nous devons activer tous les leviers possibles. La diplomatie, la guerre, la justice, surtout la justice et la guerre. Nous devons aussi aller attaquer ces deux messieurs-là. Pourquoi la guerre? Parce que la justice elle-même ne suffit pas. La justice ne peut pas ressusciter, ne peut pas réveiller les morts des millions de Congolais massacrés par des Rwandais, des Ougandais. D'où l'importance de la guerre pour une paix durable. Congolaises et Congolaises, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.